Le morning de Jay, 8h-11h, sur Radio Topside. Ce lundi matin, la ville de Menton invitait Radio Topside et l'ensemble de la presse à l'exposition L'Art Vivant, Forme, Mouvement, Couleur dans la galerie des musées du Palais de l'Europe. Une sélection d'œuvres présentées lors des Biennales de Menton, événement incontournable de la création artistique en Europe. Dans la seconde partie du XXe siècle, le propos de l'exposition n'est pas de faire un panorama des biennales, mais de s'attarder sur les peintres qui incarnent alors une nouvelle forme de l'abstraction ou qui portent un regard tout simplement inédit sur leur rapport au monde. La plupart de ces artistes se sont affirmés dès la Libération, soutenus par des jeunes galeristes et ont connu un succès de récompense dans les salons et biennales du monde entier. Le choix des œuvres exposées s'est porté sur les représentants des grandes figures de l'abstraction et de l'expressionnisme, ainsi sur deux figures majeures du surréalisme international, Paul Delvaux et Graham Sutherland. La plupart de ces œuvres ont été achetées par l'État à l'issue des biennales pour être mises en dépôt au musée des Beaux-Arts de Menton, Palais Carnolès. L'exposition L'Art Vivant, Forme, Mouvement, Couleur, Galerie des musées au Palais de l'Europe, c'est jusqu'au 18 mai, du mardi au samedi, sauf jour férié, de 10h à midi et de 14h à 18h. Toutes ces informations seront également à retrouver sur le site de Radio Topside et nos réseaux sociaux. Et c'est vrai que pour nous, c'est très important en fait, ce moment, enfin, le vernissage, comme vous disiez, qu'on a eu le 15 mars, parce que ça permet aussi de récupérer d'une certaine manière la direction artistique de la galerie du Palais de l'Europe. Et par le biais de cette première exposition autour des biennales, l'histoire des biennales, on a conjointement aussi, donc avec vous, votre équipe, monsieur le maire, avec Pascal Juste, notre directrice de la culture, on est tous les deux nouveaux sur Menton, on s'est dit que ça serait intéressant aussi de dénommer cette galerie la galerie des musées, pour sceller aussi le principe que nous allons intervenir et programmer toute une série d'expositions, 3 expositions par an, avec une mise à l'honneur aussi particulière, plus particulièrement de la collection du Palais Carnolès, qui est aujourd'hui fermée avec un projet de rénovation, et on fait tout, là on est sur les starting blocks pour trouver des subventions, des aides, et elles commencent à être nombreuses d'ailleurs, ces aides, monsieur le maire, on commence à avoir quand même beaucoup de soutien sur ce beau projet. Et c'est vrai que ce qu'on découvre aussi ici, et c'était l'idée aussi d'inaugurer cet espace, en montrant du coup vraiment un extrait quand même de cette collection du Palais Carnolès. Parce que l'histoire de Menton, et l'histoire des collections même des musées de Menton, c'est ainsi faite à travers donc, ces biennales de 1951 à 1980. Et c'était un moment absolument très fort, qui a permis aussi par la culture de reconstruire économiquement Menton, qui est devenu, au même titre que Venise à l'époque, l'une des places centrales de l'art moderne, de l'art contemporain. Et donc, d'une certaine manière, ce slogan a un petit peu rejailli à travers les maires de l'époque, M. Palmero notamment, à travers Émile Marzé, qui était un artiste, slogan d'art vivant, soutien à l'art vivant. Et c'était un événement tellement important que c'était patronné parrainé par le président de la République, et l'État régulièrement achetait des œuvres de tous les artistes lauréats primés. Et ensuite, ces œuvres étaient déposées dans les collections même des musées de Menton. Alors au départ, on ne parlait pas du Palais Carnolès qui va ouvrir en 77, mais au fur et à mesure, donc, elles ont constitué un petit peu vraiment le terreau de cette collection. C'est un événement tellement majeur qu'après, des donateurs aussi ont donné au fur et à mesure des œuvres à la ville de Menton, notamment Wacquefil Maury, grand marchand, collectionneur monégasque, qui a préféré la ville de Menton à la principauté pour donner toute une série d'œuvres absolument exceptionnelles qui me permet aujourd'hui d'avoir une cartographie donc, du XIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui dans les collections de Carnolès, avec en plus d'autres donateurs comme Bagulescu qui a donné tout un ensemble d'estampes japonaises. Et c'est un sujet justement qu'on espère peut-être mettre à l'honneur l'année prochaine à travers toute une série d'œuvres d'Okuzai, d'Hiroshige, d'Utamaro, parce qu'on conserve aussi. Bon, je sors un petit peu du sujet là d'aujourd'hui, mais on a une richesse dans les collections de Menton qui sont telles qu'on a l'une des plus belles collections d'estampes japonaises aussi au National. Là, Et d'ailleurs, je serai à Paris là, mardi pour travailler avec le musée Rodin sur un projet d'exposition inaugurale pour la réouverture de Carnolès autour de Rodin et Lazy, parce qu'on a des œuvres de Rodin aussi dans les collections qu'on espère montrer bientôt, qui sont là prêtées à Mons. Voilà, donc cette exposition inaugurale sur la galerie des musées, j'ai conçu avec Yannick Jacot-Cossetta,
qui m'accompagne, qui est adjoint aussi à la direction donc, de Carnoles. On va faire la visite ensemble. Moi j'ai pensé aussi la chose pour qu'on ait un bel accrochage le plus harmonieux possible. Là aussi on a essayé de travailler les lumières. Avec Yannick aussi on a souhaité quelque chose d'assez pur aussi, retrouver une manière muséale d'accrocher dans ces lieux. Un petit peu certains déjà commentateurs qui sont venus ont dit ah oui ça ressemble des fois à des accrochages de galeries parisiennes. Donc est-ce que c'est compliment? En tout cas c'est vrai que il y a quand même un effet un petit peu grâce à cet éclairage, puisque cette salle a été rénovée aussi récemment. On est doté d'un très bel éclairage. Ça nous a permis de mettre en lumière ces œuvres. Certaines ont été restaurées, notamment celle qui est derrière moi, l'œuvre d'Albert Gleizes. Alors l'idée aussi, c'était pas d'être vraiment rétrospectif, c'est-à-dire de pas faire un inventaire un à un, chaque œuvre, chaque artiste lauréat avec sa fiche. On a voulu être quand même un peu plus libre aussi dans notre choix et montrer aussi que ces biennales, ces artistes qui étaient soutenus par les jurys de l'époque, sont des artistes qui étaient vraiment, parfois même radicaux, et qui ont été soutenus dans une veine qu'on a appelée l'abstraction, l'art informel, l'art gestuel d'après-guerre, le surréalisme aussi tardif. Donc on va avoir un panel d'Albert Gleizes, qui est peut-être un des plus grands représentants du cubisme, jusqu'à Antonio Saura, qui est un artiste très expressionniste, qui a dénoncé les affres de la guerre espagnole, jusqu'à Graham Sutherland, qui est un artiste surréaliste, ou Paul Delvaux, Sutherland était installé à Menton, Paul Delvaux venait très régulièrement au Biennale. Ça permet d'avoir un panel comme ça, vraiment, de la modernité. Vraiment. Donc on a vraiment une collection quand même avec un regard très moderne, je trouve presque vraiment d'avant-garde. Donc on parle d'art vivant, mais on pourrait aussi parler vraiment d'avant-garde, d'après-guerre, qui était soutenu à Menton dans ces événements. Alors peut-être Yannick, si tu veux aussi, par rapport à cette œuvre qui est aujourd'hui l'un des fleurons de notre collection. Alors c'est une œuvre d'Albert Gleizes qui a été restaurée il y a quelques années, qui a été le premier grand prix de la Biennale, de la première Biennale en 1951. Alors Albert Gleizes, c'est un artiste très important parce qu'il fait partie des premiers acteurs du cubisme. Il expose aux côtés voilà, j'ai le trou, de Kupka, de Singer, de l'orphisme, en fait, de l'orphisme, etc. J'ai cherché artistes comme voilà. Robert Delaunay, c'est celui que j'ai cherché, pardon. Ouais. C'est le premier à avoir théorisé sur le cubisme, puisqu'en 1912, il écrit un ouvrage qui s'appelle Du cubisme, et c'est quelqu'un qui va chercher toute sa vie. Et avec ses rencontres avec Robert Delaunay, il va aller un petit peu vers autre chose, va être porté aussi va se diriger progressivement vers l'abstraction, mais une abstraction qui porte un message, l'idée d'une abstraction qui doit changer le monde. Ce qui fait qu'il va adhérer à un groupe en 1931 qui s'appelle Abstraction Création, où là on est vraiment dans l'abstraction géométrique pure, mais il ne sera pas satisfait, et après la guerre, va essayer de s'orienter vers autre chose, notamment vers un art religieux. Il va faire des vitraux d'église, il va avoir une correspondance avec Jacques Maritain. Enfin, il est habité par cette spiritualité, il va se détacher de cette abstraction géométrique pure. Alors on voulait que l'exposition commence par cet artiste, parce que, historiquement parlant, c'est le premier, on va dire, d'un mouvement qui après, pour cette salle, va découler. Et donc il date de 51. 1951. Et c'est le premier artiste qui a été lauréat de la Biennale de Menton, avec quand même un effet aussi très harmonieux dans ses couleurs presque musicales aussi. Oui. Un aspect... L'idée aussi, c'est de faire la synthèse entre la musique, tous les arts. Souvent, l'abstraction est liée à la musique. Une chose quand même qui est très liée. D'ailleurs, conjointement vont être créés la Biennale internationale de peinture de Menton et un an plus tard, le Festival de musique. C'est peut-être pas pour rien aussi que cette idée de transdisciplinarité était déjà soutenue. Et puis après, l'arrivée de Cocteau à Menton, qui est un artiste aussi pluridisciplinaire, comme on sait. Alors, on a choisi en visuel cette œuvre de Jean Desrolles, qui est un artiste qui finalement mériterait d'être peut-être plus connu, redécouvert. Donc c'est pour ça aussi qu'on la met à l'honneur à travers ce visuel, parce que son graphisme aussi, moi je le trouve très contemporain aussi. Alors là pareil, on peut parler d'harmonie de couleurs, toujours quand même une sorte de sortie du cubisme qui amène ces artistes à quand même là se défaire du motif et de ne choisir que ces plages colorées, jouer sur les transparences, les différences de touches aussi, qui apparaissent ici. Un artiste aussi qui a été très marqué par son contact avec la star de l'abstraction après-guerre, qui est Nicolas de Staël, qui a été quand même mis à l'honneur au Musée d'Art Moderne de Paris avec une magnifique exposition. Et tous deux ont fait un voyage mythique en Afrique du Nord
Alors peut-être que ce jaune, ces tons un petit peu camailleux aussi sont peut-être une résurgence de ce souvenir, de ce voyage. Est-ce que Yannick aussi, si tu veux... Bon, juste pour le côté people de la visite, hein, la compagne de Nicolas de Staël était la cousine de Jean Desrolles. Et elle s'appelait Janine Guyou et elle lui a appris un petit peu la peinture. Et c'est un artiste qui va évoluer de l'abstraction géométrique et qui après va vouloir, après la guerre, apporter du sentiment dans son abstraction. Voilà. Et il passe par différentes phases. Hein. Il disparaît assez tôt. Hein. Malheureusement, il avait des problèmes de reins. Il est mort, il n'avait pas 56 ans à Toulon. Mais ça reste un grand artiste de l'abstraction. Alors soutenu par une femme qui s'appelait Denise René, qui après la guerre avait ouvert sa galerie à Paris et qui soutenait tous ces peintres de l'abstraction géométrique, dont le plus célèbre était Vasarely. Alors on n'a pas de Vasarely ici, mais Jean Desrolles faisait partie de son écurie, puisqu'on parlait comme ça. Il se retrouvait très régulièrement à Gordes, dans le Vaucluse, où il y avait une espèce de communauté d'artistes, avec Poliakoff, entre autres. Jean Desrolles, Vasarely, Denise René, etc. Alors là, Poliakoff, on est vraiment dans les stars quand même. Ah oui. Là, c'est un des artistes aussi. Ses œuvres sont dans toutes les plus grandes collections publiques nationales françaises, mais aussi à l'international. Hein, notamment le musée d'art moderne de Paris, je crois qu'ils en ont quand même une très belle série. Et c'est vrai que celui-ci, on le regardait beaucoup dans les réserves de Carnolès, et dès qu'on l'a accroché, on l'a redécouvert en fait. La lumière projetée a permis vraiment de révéler l'usage de ces matières. On voit encore les traces de couteaux apparentes, parce que bon, il y a une volonté quand même d'aplanissement, mais il y a toujours quand même cet effet toujours un petit peu granuleux qui permet de donner un peu de densité, un petit peu de force aussi qui apparaissent. Alors les couleurs, le rouge, le bleu, est-ce que c'est un souvenir là de sa Russie natale? Je ne sais pas. En tout cas, un artiste quand même très important, radical aussi, hein, moi je trouve dans sa composition. Alors radical parce que c'est vrai qu'un Desrolles, à un moment donné dans son parcours, va introduire du sentiment dans son abstraction, que lui reste vraiment dans la forme et la couleur pure. C'est ce qui l'intéresse. Hein. Une fois qu'il a trouvé sa formule, si on peut dire ça comme ça, c'est 48. Après, il va décliner, mais à chaque fois avec des œuvres d'une grande force. Hein. Alors il broyait lui-même ses couleurs, il intégrait d'autres matières à l'intérieur, vous voyez, on voit... Ah oui, c'est ça. Un peu de sable en fait. Quand on s'approche, en fait, de loin, il y a une sorte d'effet plat, mais plus on s'approche, plus on va voir cet usage peut-être du sable, du gravier, même en mélangeant à travers le pigment. Alors primé en 1966 à Menton, 2 ans avant sa disparition. Voilà. Ah oui. Alors il faut savoir aussi qu'à chaque biennale, un artiste était honoré. Donc on conserve aussi beaucoup d'affiches en fait de ces biennales, et chaque fois l'affiche était signée Picasso, Matisse, Dufy, Delvaux notamment, Braque, Rouault, qui sont les plus grands artistes en fait de la mode. Salvador Dali d'ailleurs aussi est venu à Menton. Il y a une petite anecdote, apparemment il est l'invité d'honneur de la biennale, et il souhaite vraiment, il n'est pas très content en fait de l'organisation. Je sais pas, en fait, de toute façon, dès qu'il est arrivé dans un endroit, Dali évidemment, vous imaginez quand même le duc qui est arrivé dans son lieu. Et donc pour faire justice soi-même, en fait, mécontent, il aurait demandé d'aller récupérer un tableau qu'il avait lui-même peint mais qui ne lui appartenait plus en fait, hein, parce qu'il aurait été vendu à un collectionneur. Mais bon an, mal an, finalement, alors on raconte qu'il se serait servi d'une échelle de pompier. De pompier pour partir avec le tableau. Pour partir, en fait, récupérer le tableau dans une des salles et partir avec. Bon. Voilà, Salvador Dali dans toute sa splendeur, même à Menton, du coup, il a fait des effets. Et tout ça pour dire que finalement, quand même, il faut se rendre compte que pendant 30 ans, Menton a accueilli quand même tous les plus grands acteurs vraiment de l'art moderne et contemporain de l'époque. C'était, il y avait dans tout le palais de l'Europe ici, hein, plus de 500 œuvres, ce qui est énorme. Des fois, on a vu dans les archives des photos où on voit des accrochages d'une exposition Picasso, par exemple, au Palais de l'Europe. Aujourd'hui, pour faire ça, en termes de valeur d'assurance, c'est inouï, quoi. On nous demanderait, pour avoir fait une expo Picasso à Marseille, vous imaginez que c'est... Donc voilà, il y a eu un moment quand même très fort aussi durant ces biennales. Alors il y a eu des artistes internationaux, des artistes aussi qui étaient installés dans la région. Alors attention aux bancs parce qu'ils sont très discrets, mais voilà. Là c'est un artiste, Geert Van Velde, qui est un artiste d'origine hollandaise, qui était installé à Cagnes-sur-Mer, oui, pendant la guerre. Pendant la guerre, et qui a continué ensuite il a été très saisi par la lumière méditerranéenne, notamment ce qu'on voit d'ailleurs apparaître, hein, avec ces couleurs
très lumineuse, cet effet de transparence. Alors Van Velde, lui, il va retenir beaucoup d'un artiste hollandais fameux, star, c'est Piet Mondrian ou Theo van der Burg, qui étaient les grands représentants de la modernité au début du siècle. Et là, certes, on a l'impression d'une abstraction, mais au fur et à mesure, on reconnaît certains détails figuratifs qui rendent compte en fait d'une ambiance d'atelier, je pense. Oui, alors en fait, c'est un peintre dans son atelier. Alors le peintre est là, et on voit son visage, enfin son très profil. synthétique, hein. Ah oui. Là, moi, je suppose que c'est sa palette, mais bon, après, j'en suis pas sûr finalement. Le modèle est ici, le sein du modèle, modèle nu. Et puis vous voyez la verrière, la véranda de voilà, cet atelier. Alors son frère était peintre également, c'était Bram Van Velde. Ils étaient très amis avec Samuel Beckett, qui a beaucoup écrit sur leur art. Et c'est un peintre qui, vrai, comme tu le disais, qui a été subjugué par la lumière du Sud. Et même si après la guerre, il est retourné en région parisienne, à Cachan, il a toujours été quand même, il a toujours porté cette lumière, vous voyez, avec des tons mats, et tout est comme ça noyé dans cette très très belle lumière de notre région. Donc il a été primé aussi. Alors les dates, j'ai toujours du mal. Il a été primé en 1951. Donc c'était un bon cru, 51. C'était un bon cru. Alors il y avait plusieurs prix, il y avait le prix de l'Office du tourisme, le prix des associations, le prix de la ville, le prix de tel quartier, le prix de... Donc à un moment donné, il y avait beaucoup de prix, mais les grands, c'était le Grand Prix de la Biennale, donc c'était Glaise. Alors soit on va vers piste, ou soit on peut faire comme ça, et après ça nous amènera plutôt dans la deuxième partie, on va dire. Ça c'est un tableau aussi, Marcel Pistre, du coup... moi je connaissais pas du tout cet artiste avant d'arriver à Menton, et c'est une petite pépite en fait. C'est vrai qu'on aime beaucoup ce tableau. Un artiste pareil là, qui est assez radical aussi dans son abstraction, très harmonieuse, très musicale. Je pense que tu le connais bien mieux que moi, Yannick, mais il y a cette volonté, je crois, de composer par le centre toujours une forme de carré noir à la Malevich, et ensuite de déployer son œuvre autour de ce carré noir qu'il appelle l'accident. Et lui, sa grande idée, c'est de capter le mouvement, la fragilité du temps qui passe, avec une espèce d'équilibre. Il compare la peinture à la musique. Il a beaucoup lu Paul Klee, Paul Klee qui comparait toujours la peinture à la musique. Et c'est vrai qu'il l'a dit, moi je compose mon œuvre comme une partition. Et la musique, c'est une tendance. Les abstraits sont souvent de grands mélomanes, et la musique, vous avez des notes. À partir de ces notes, qui sont abstraites, on compose une œuvre, une symphonie, avec des couleurs, un mouvement. Et pareil, on compose d'un coup, on révèle un monde. Voilà. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Et cette révélation, elle est fondamentale pour ces artistes comme Paul Klee ou Vassili Kandinsky, en fait, qui aussi était parti de cette mouvance qu'on appelait le Bauhaus. Voilà. Et c'est vrai que Kandinsky a écrit un traité de peinture où chaque couleur, en fait, correspond à une harmonie et à une tonalité. Et le souhait de ces artistes-là était vraiment de jouer, en fait, par leur palette. Ici, en plus, ils jouent des transparences et c'est assez saisissant. Alors, deux autres artistes, là, on part sur une autre veine, certes abstraite, avec Sonderborg, et une autre star quand même de la peinture d'après-guerre. Sonderborg, je connais moins, mais Saura, donc Antonio Saura, qui est un artiste d'origine espagnole, très marqué donc évidemment par Picasso, ou encore des artistes comme Dominguez, de toute cette veine espagnole d'avant-guerre et d'après-guerre. Et Saura, lui, va faire partie de cette mouvance, ce qu'on appelle l'expressionnisme d'après-guerre. Donc il y a une veine abstraite, très radicale, une veine très expressive, plus figurative, et une veine aussi surréalisante. Il a eu un moment un peu surréaliste aussi, Saura. Alors Saura, c'est un artiste qu'on retrouve aussi, comme Poliakov ou d'autres, dans beaucoup de collections publiques françaises, nationales, internationales. Venant de Cantigny à Marseille, on en avait deux très beaux. Il fait partie de ces artistes aussi qui, après-guerre, vont agrandir leur format. Ils utilisent vraiment des grandes toiles. Miro, d'ailleurs, à cette époque aussi, travaillait sur des très très grands formats. Et lui, c'est vrai qu'il, dans ses séries de crucifixions, il capte vraiment toute la rage du peuple espagnol qui résonne encore aujourd'hui avec tous les affres qu'on voit encore aujourd'hui, malheureusement, dans notre actualité. Donc c'est une œuvre quand même qui a une résonance très contemporaine, une vraie force de l'art, je trouve, à travers ce travail, qui a été primé donc là en 59. C'est une biennale
pardon, 10 ans plus tard, en 68. 68, je crois. C'est peut-être pas pour rien d'ailleurs, 68, qu'on choisit un artiste engagé comme ça. Il y avait peut-être aussi une volonté de suivre l'actualité. Et à côté, donc un artiste aussi moins connu, mais je trouve très saisissant dans sa radicalité à nouveau, Sander Borg du coup, que tu as découvert aussi à travers cette exposition. Oui, alors Sander Borg, c'est un artiste qui est né sur une île danoise, mais il est allemand. Et Sander Borg, d'ailleurs, c'est le nom de cette île. Il prend ce nom en 1951. Lui, ce qui l'intéresse, c'est aussi l'art abstrait. Donc il vient à Paris, parce que Paris, après la guerre, c'est une place importante de l'art abstrait. On dit toujours l'Amérique, mais non, Paris reste très très importante. Et là, il découvre ce qu'on appelle le tachisme. Donc, c'est-à-dire que les artistes vont commencer à prendre pour valeur esthétique le temps de la création, le mouvement, le hasard, la tâche, les coulures. Alors, j'en reviens un temps, regardez, vous voyez, il s'inscrit un peu là-dedans. Regardez les coulures de la peinture. Lui, c'est pareil, c'est son geste, toc, 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 ça part comme ça. Et ça, c'est nouveau dans ces années 50. Ils vont quand même très très loin là dans leur démarche. Et point. Je sais plus ce que ça rappelle quand même certains artistes de l'abstraction américaine comme Franz Klein quand même. Voilà, ce sont des contemporains aussi de Jackson Pollock, dans les années 50. C'est cet art informel, l'action painting, voilà. L'action painting américain qui va quand même résonner aussi jusqu'en France. Alors un artiste aussi qui était installé dans notre région, qui s'est installé vers Aix-en-Provence, au Tolonnais, enfin même Aix-en-Provence, parce que comme beaucoup d'artistes abstraits, il se réfèrent à Picasso, mais à Cézanne. Parce que l'un des premiers quand même appelé de ses voeux cette forme de synthèse, Cézanne va écrire une lettre qui est restée fameuse à Émile Bernard, qui va presque sceller l'art moderne. Il va lui écrire que pour représenter le monde, il faut s'en tenir aux formes les plus élémentaires, que sont la sphère, le cône notamment, et ça va donner naissance d'ailleurs au cubisme et à toute cette révolution picturale. Talquat va s'installer à Aix-en-Provence après-guerre, très marqué par la Sainte-Victoire notamment, et va se lancer dans une série, alors lui, très gestuelle, presque primitive, je trouve. Peut-être qu'il se promenait souvent justement dans ces très belles balades qu'on peut faire autour du Tolonnais au pied de la Sainte-Victoire. Et c'est ce ressentiment ensuite de cette expérience de la nature qui est révélée à travers la peinture. Ce qu'a toujours essayé de faire Cézanne aussi d'ailleurs. Ses œuvres sont très figuratives, mais il y a souvent quand même des hachures qui rendent compte chez Cézanne du vent qui passe à travers les pinèdes marseillaises ou aixoises. Et Talquat est aussi dans cette veine-là, avec ce gris qui va devenir aussi sa marque, sa signature. Quelque chose aussi de très cynisant aussi, je crois qu'il s'intéressait beaucoup à la peinture japonaise et chinoise notamment. Voilà, ça il l'avait découvert dans les années 40 et son idée c'est de donner le sentiment de la nature, ses impressions de la nature mais de l'intérieur, le mouvement de la nature. Alors ce sont des traces dans la cendre. Alors abstrait quand on le regarde oui, mais finalement c'est pas abstrait parce que ce sont des traces qu'il a vues. Alors c'est ça qui est très complexe dans l'abstraction, c'est qu'on a tellement de tendances que parfois, bon. Donc ce qui fait que maintenant on l'appelle de la non-figuration, oui, pour Talquat. Quelqu'un qui... Alors c'est pareil, une chose à dire, c'est que ce sont des artistes qui dès les années 10, 20, 30 pour la plupart cherchent, sont dans le figuratif, ne sont pas satisfaits et pendant la guerre vont basculer vers autre chose, vers la forme pure, vers l'abstraction. Ça va éclater dans les années, à la Libération d'ailleurs, et on va le voir avec le premier salon des réalités nouvelles en 1946, où là tous ces jeunes artistes vont présenter leurs œuvres abstraites. C'est le cas pour Talquat. Il y a eu une très grande exposition au musée Granet récemment à Aix-en-Provence. C'était il y a 3-4 ans je crois, qui rendait compte en fait de tout le travail de Talquat. Pareil, qui est un artiste qui est dans de nombreuses collections publiques. Ah ouais. Au même titre que Léon Zack, le musée Cantini à Marseille, musée d'art moderne, on avait un très très beau Zack. C'était une mode aussi, les collections publiques ont beaucoup acheté Léon Zack qui s'est un peu perdu de vue et finalement ça revient beaucoup à la mode comme Vieira da Silva, Talquat, Nicolas de Staël, tous ces artistes soutenus notamment, beaucoup ont été soutenus par Denise René et une autre femme aussi galeriste qui était Jeanne Buchet notamment, qui a fait beaucoup pour cette génération d'après-guerre comme Nicolas de Staël. Et Jean-François Jagère d'ailleurs les a beaucoup suivis. Donc là, Léon Zack, pareil, ça paraît comme ça, peut-être un petit peu très abstrait, mais il y a beaucoup de sensations en fait qui apparaissent dans cette œuvre,
encore une fois, la lumière nous a permis de révéler ces blancs qui irradient ensuite toute la toile, avec toujours quand même des effets de gestuelle, des traces. Hein. On voit qu'il a essayé de graver à travers son pinceau, peut-être simplement avec le bout de certaines... Alors, un artiste qui vient de Russie, qui dans les années 20 connaît toute cette modernité russe, hein, qui malheureusement va vite être interrompue par les purs et durs du communisme. Donc tous ces artistes vont quitter la Russie. Lui va s'installer à Paris, va travailler avec Picasso, va travailler avec Christian Bérard, d'ailleurs Christian Bérard, Cocteau, enfin ce sont des choses que. Et puis pendant la guerre, comme il était juif, il se cache à Villefranche-sur-Mer. Et pareil, un artiste qui lui est porté par un certain mysticisme aussi, hein, puisqu'il va s'orienter vers l'art religieux, vers les décors de chapelle et autres, voilà, pour Léon Zack. Toujours en lien avec la nature, parce que le titre, en fait, c'est La Terre, finalement. Ouais. Donc, ce sont ces impressions aussi tout à fait naturelles. Ouais. L'atome, la matière, tout ce qui... Voilà, c'est son sujet. Donc, c'est plus l'abstraction pure, là, puisqu'il y a quand même un sujet qui... Donc, voilà. Et la figure commence à réapparaître, on va voir dans notre parcours au fur et à mesure. Donc là, au fur et à mesure, on va aller vers les artistes internationaux, mais qui ont aussi une vraie vie, qui se sont vraiment entrepris dans les biennales de Menton, avec Émile Marzé, du coup, qui est un artiste la mentonné, que moi j'ai découvert aussi en arrivant à Menton. Hein, et son travail, on a d'autres œuvres d'ailleurs qu'on va inventorier dans les collections de Carnolès, dont on a, grâce à un legs notamment. Émile Marzé est décédé maintenant, mais c'est vrai que son travail est quand même très très saisissant, inspiré certes par Matisse, mais toujours avec cette veine aussi décorative, hein, une abstraction peut-être sous-jacente, toujours des effets de matière très forts, parce que là on a l'impression aussi qu'il a une sorte de papier collé à même la toile par-dessus. Il va utiliser ces effets de colle ensuite, qui rejaillissent ensuite à la surface. Peut-être sur Marzé, qui est quand même aussi une figure très c'est vrai que la première série de biennales, si je peux parler comme ça, s'interrompt en 1957. Donc pendant quelques années, il n'y a plus de biennale. Et lui va reprendre les choses en main, et ça va repartir au début je crois que c'est au début des années 60. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Ouais. Et lui va vraiment apporter une modernité extrême. C'est à partir de son arrivée qu'on a tous les grands mouvements, le pop art, l'hyperréalisme, l'école de Nice, qui sont exposés désormais à ces biennales. Donc là, c'est un engagement total dans la pure modernité, et il va laisser tomber en 78, hein, sa dernière biennale, et en 1980, avec le changement de municipalité, ce ne sera pas renouvelé. Donc, il n'y a plus le moteur Émile Marzé, qui était quand même en son temps un artiste connu. Il a fait des décors pour des pièces à Barcelone, il est parti au Japon, il était quand même mais toujours resté à Menton, où il vivait en bas de la colline de l'Annonciade. Il avait pas loin de chez Marzé, il y avait Marzé et Mazet qui étaient voisins. Voilà. Et alors sans transition, on peut parler et les couleurs en plus se rejoignent de Raza, un autre quand même local de notre parcours, hein, parce que bon, Raza, un artiste indien, mais qui a quand même pendant 20 ans fait sa carrière à Gorbio. Donc on n'a pas montré notre œuvre des collections. On a voulu s'associer là spécialement avec la collectivité, enfin avec la mairie de Gorbio et qui nous a donc prêté ce magnifique tableau du château Lascaris, qui aujourd'hui donc abrite le don de collection de Raza et de son épouse Janine Mongila. Donc on a 3 prêts en tout, donc ce magnifique Marzé, une sculpture, on y reviendra, de Janine Mongila, et une deuxième un petit peu surréalisante aussi qui nous accueille. Alors Raza, en plus, il faut savoir il y a une actualité forte, parce que l'année dernière, donc en 2023, janvier 2023, le Centre Pompidou a organisé une rétrospective de l'œuvre de cet artiste international indien, assez majeur, hein, avec un travail, bon là cette œuvre en plus en particulier est complètement hypnotique. On a l'impression d'être sur de l'art cinétique, un petit peu à la manière presque c'était contemporain de Vasarely, mais il y a peut-être une profondeur à dire aussi sur cette œuvre. Alors,
toutes les forces qui sont dans l'univers, il essaye de les représenter sur sa toile au moyen du vocabulaire de la peinture, c'est-à-dire les lignes, les cubes, les carrés, les triangles, etc. etc. Il est indien, il est très habité par sa culture, tout en quand même étant complètement dans cet art abstrait, dans les années 50 et surtout 60 pour lui. Et la culture indienne, bien ici, regardez, c'est ce point, ce fameux bindu qu'on voit sur le Bouddha aussi, et qui concentre comme ça toutes les forces, toute l'énergie du monde, de l'univers. Et on est comme ça, cette spirale, ces forces qui nous happent. C'est vrai que on a l'impression qu'on va pouvoir basculer à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez... il est très très fort ce... L'effet de vortex. Il y a une vraie profondeur. C'est vrai que beaucoup d'artistes, dès les années 20, vont être très baignés d'un effet cosmique aussi, parce que il y a cette mode de la théosophie à la fin du 19e siècle qui va essayer de conjuguer à la fois les arts, la science, la médecine, toutes les religions, soutenu par Blavatsky qui va écrire cet ouvrage très fameux qui va inspirer tous ces artistes abstraits. Et après-guerre, c'est vrai qu'il y a encore cette résurgence aussi d'une peinture très cosmique. Alors c'est vrai qu'avec l'apparition malheureuse de la bombe atomique, ça va créer chez ces artistes aussi une révolution intellectuelle très, très forte. Et Raza, en plus, est baigné de sa culture indienne où tous les astres, la Terre est liée aussi avec l'astrologie. Donc c'est vrai qu'il y a quand même là un tableau qui est très riche de sens, au-delà de sa simple picturalité. Donc un très très beau pré. Et alors là, c'est fermé pour l'instant, mais ça va réouvrir cet été, le château Lascaris, avec toujours de très belles expos, de très belles invitations. C'est un très bel endroit, si très bel endroit, découvrir. Avec une vue magnifique sur la baie. Un artiste moins connu du coup, parce que Raza fait vraiment partie des... J'espère un jour qu'on arrivera à faire une expo, même peut-être rétrospective ici à Menton. Un artiste moins connu, qu'on découvre ici, Jean Piaubert, que tu m'as fait découvrir d'ailleurs Yannick, j'avoue, avec cette série de très belles lithographies. Alors mais figuratives aussi quand même. Vas-y, je t'en prie. Jean Piaubert, c'est pareil, c'est quelqu'un qui dans les années 30 est dans la figuration, ça marche tellement bien que l'État lui achète des œuvres en 1932 ou 33. C'est quelqu'un qui cherche, qui va basculer dans l'abstraction pure pendant la guerre, qui va être soutenu un temps par Denise René, la galeriste dont je vous parlais tout à l'heure, et qui passe de l'abstraction géométrique à l'abstraction lyrique. Ça je vous l'ai pas dit aussi, c'est quand on met le sentiment, les impressions que le monde nous donne, on le met sur la toile, dans la toile. Et c'est le paysage qui va le fasciner, les forces qu'il y a dans la nature, pareil. Donc il va même mettre, on le voit pas ici, mais du sable par exemple sur sa toile pour exprimer une métaphysique de la matière, comme on dit par la suite les critiques. Alors là, ce sont en fait des lithographies qui sont des décors pour la reprise du ballet La création du monde, ballet de Darius Milhaud, qui avait été créé en 1923, si je me rappelle bien. Et au début des années 60, pour un théâtre allemand, il crée ces décors. Où là, alors ça c'est une caractéristique de l'art de Piaubert, c'est qu'il se sert des signes qui sont associés aux civilisations, le triangle, vous voyez, on reconnaît certaines formes africaines, de boucliers africains ou autres, et s'en sert comme vocabulaire dans son abstraction. Voilà. C'était de l'Ayudjat aussi, égyptien. Voilà. Il y a tout ça qui intègre. Ce sont des artistes qui évoluent constamment. On n'a pas une abstraction figée, on n'est pas toujours dans le même moule. C'est vraiment des artistes qui sont en quête d'eux. Et là, quand on s'approche, on remarque toujours là, presque des profils, en fait, une bouche, un nez qui apparaît. Quand même certains détails d'une anatomie qui est sous-jacent. Alors, une artiste aussi que j'ai découvert en arrivant à Menton, c'est Janine Mongila, qui a un travail assez saisissant parce qu'à la fois elle est peintre avec une veine très expressive, très abstraite, très gestuelle, voire cosmique aussi dans certains de ses travaux. Et elle a inventé un système qui est tout à fait original, qui consiste à récupérer des sachets de thé utilisés et ensuite de les agglomérer, d'en faire comme une accumulation à la Armand d'une certaine manière, de les engluer avec une sorte de colle, de résine et en créer comme ça des... Alors, elle a fait des tableaux aussi, il y a des très très grands formats qui sont conservés au château Lascaris et des sculptures. Alors celle-ci m'est apparue de manière très
très forte visuellement, parce que ça rappellerait presque de l'art africain, une sculpture assez primitive. Mais quand on s'approche, finalement, on est assez saisi par l'usage comme ça, assez très singulier. J'ai jamais vu encore d'autres artistes utiliser des sachets de thé. Je ne sais pas si vous en connaissez, mais dans le répertoire des formes, pour citer le colloque qui va avoir lieu jeudi prochain, je crois que non, c'est vraiment très, très original comme travail. Et du coup, Janine Mongila était la compagne de Raza. Et tous deux, ils ont travaillé quand même vraiment main dans la main, quasiment. Je ne sais pas si... Pendant plus de 30 ans, je crois. Plus de 30 ans ensemble. Et leurs œuvres, les œuvres de Janine Mongila, autant que Raza, sont conservées aussi au château Lascaris. Alors, autre artiste après très très important pour Menton, là, parce qu'il était installé à la Villa d'Elingre, Tampa et Paya. Non pas la Villa Elingre du Cap Moderne, hein, mais celle qui est du coup sur les hauteurs de Menton, construite par Elingre. Et donc Graham Sutherland, cet artiste anglais, anglo-saxon, qui a été l'un des plus grands, on va dire, protagonistes aussi des biennales, à partir des années 60-70, va créer ce fameux bestiaire qui est aujourd'hui un de nos fleurons des collections de Menton. C'est un artiste donc qu'on voit souvent apparaître d'ailleurs dans les archives des biennales. Et cette très belle œuvre aussi, la Fontaine. Donc c'est mi-figuratif, assez fantastique aussi dans cet univers. Graham Sutherland a souvent été rattaché à ce courant du surréalisme international de l'après-guerre, au même titre qu'un artiste belge qui venait régulièrement aussi au Biennale de Menton, qui est Paul Delvaux. D'ailleurs, une des biennales sera dédiée à Delvaux, tout comme une biennale sera dédiée à Graham Sutherland. Graham Sutherland, en 1936, il expose à la première exposition de l'art surréaliste au Royaume-Uni. C'est la toute première fois qu'une exposition d'envergure présente les surréalistes à Londres. Et du coup, les surréalistes l'approchent, aimeraient bien l'intégrer dans le mouvement. Lui, il s'est toujours déclaré, il garde ses distances. Avec des gens comme Breton, c'est un peu compliqué, donc il garde ses distances. Et c'est vrai qu'il s'installe à Menton en 1955. Ça va vraiment être une figure importante de la culture mentonnaise, parce qu'il y a les biennales, mais il participe à différents autres événements. Et alors, une chose très très importante, c'est que la tapisserie de Coventry, de la cathédrale de Coventry, qui est la plus grande tapisserie conservée au Royaume-Uni, les cartons ont été réalisés au Palais de l'Europe. Oui. Donc c'est vraiment un artiste qui, à Menton, était comme un poisson dans l'eau et fréquentait son grand ami Francis Bacon, qui lui vivait à Monaco. Donc ils étaient comme ça, ils se voyaient régulièrement. D'ailleurs, Bacon a eu une période surréaliste, mais il a détruit toutes ses œuvres d'ailleurs. Si vous connaissez un peu la personnalité de Bacon, il en reste quelques-unes qui sont conservées, je crois, à Édimbourg, mais c'est très 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 rare. Il a fait table rase, lui, de ce style, ne voulant pas être affilié aussi à aucun groupement. Beaucoup d'artistes après-guerre d'ailleurs avaient cette veine surréalisante, on va dire, dans un bestiaire comme ça, assez fantastique. On a parlé aussi de réalisme magique aussi, des fois pour les détacher de ce groupe qui était parfois un peu dogmatique. André Breton était une personnalité très, très forte. Alors avant-guerre, quand même, on va dire, ce courant a quand même beaucoup souffert des affres de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de protagonistes se sont réfugiés dans le Midi, notamment à Marseille. Et par le biais d'une figure, un journaliste américain, Varian Fry, beaucoup de ces surréalistes vont s'exiler aux États-Unis. Et des artistes, par exemple, comme je pense à André Masson, vont ensuite innerver et influencer génération d'artistes américains. Alors Sutherland, du coup, lui, va être plutôt de la seconde génération d'après-guerre de ce courant international. Mais on conserve ici donc des œuvres tout à fait savoureuses, avec ce crapaud. On a là ce ver de terre qui semble avoir déjà comme ça rogné une pomme ou un fruit. Une forme aussi d'insecte là qui apparaît. On n'arrive pas vraiment à les identifier. Il y a toujours après une volonté de créer des sortes d'hybridation, des êtres hybrides à travers ce bestiaire qui est vraiment un fleuron, un crapaud aussi, une grue ou un oiseau un peu imaginaire. Couleur très, très vive en plus, très éclatante. Il y a un graphisme aussi, je trouve, presque très contemporain
qu'on retrouve dans beaucoup d'œuvres d'artistes très actuels aujourd'hui. Et donc on a choisi de clôturer le parcours avec une œuvre imaginaire, là celle-ci, un portrait imaginaire en fait de Maria Serena, donc par Paul Delvaux. Paul Delvaux, c'est un artiste donc surréaliste également international, d'origine belge, qui a été au contact de René Magritte notamment. Il s'est un petit peu ensuite singularisé avec une œuvre, toujours ces personnages féminins, fantomatiques, imaginaires. Alors souvent on pense que c'est peut-être un portrait de sa compagne. Et là donc c'est un souvenir, parce qu'il venait régulièrement, Paul Delvaux au Biennale, on le voit dans les photos d'archives au Palais de l'Europe notamment, avec Monsieur le maire, avec Grace Kelly d'ailleurs, régulièrement, enfin qui venait régulièrement d'ailleurs lors des Biennales. Et donc là il a intitulé l'œuvre Maria Serena, mais il ne s'agit pas de Maria Serena réellement, parce qu'on ne sait pas vraiment qui est Maria Serena en soi dans l'histoire de Menton. Donc on a voulu terminer un peu le parcours comme ça sur cette touche un petit peu mystérieuse qui nous intéressait. C'est une aquarelle là sur papier, donc très fragile, une œuvre assez fragile, avec aussi ce travail donc à l'encre, à la plume, très graphique chez Delvaux. Moi c'est un artiste qui m'intéresse particulièrement parce qu'à Cantigny on avait fait une grande rétrospective de son travail. C'était en 2017. On l'avait aussi montré dans une exposition sur la thématique du rêve. Toujours une forme de mystère qui apparaît. Mais on reconnaît quand même Menton avec cette végétation quand même luxuriante derrière, les palmiers en souvenir. Et donc c'est titré d'ailleurs Souvenir de Maria Serena, Menton, 29 juin 1976. Ouais, l'année où il a eu sa grande biennale. L'année où la biennale de Menton lui a été dédiée. Ouais. Voilà, donc on reste à votre disposition si vous avez des questions sur ce parcours. Merci. Radio Topside, votre radio de proximité à Menton.